Imaginez que votre vélo soit volé. Le voleur le revend, puis se fait attraper. C'est évident, il doit rendre l'argent qu'il s'est fait en échange de votre vélo. Mais pas à vous. C'est la police qui va empocher. Absurde, non ? Dans la sphère privée, peut-être. Mais c'est une réalité pour les profits issus de la corruption. On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse à une question essentielle. Que devient l'argent issu de la corruption ? Dans ce podcast, on a souvent parlé des pots de vin versés par des multinationales et leurs conséquences. Mais une fois les actes corruptifs sanctionnés par un tribunal, que se passe-t-il ? Et y a-t-il une vraie réparation financière pour les populations lésées ? J'en parle avec Christian D'Andrès, bonjour. Bonjour. Tu es avocat et conseiller national socialiste basé à Genève. On te connaît assez bien avec ta casquette à l'ASLOCA, l'Association suisse des locataires. Mais tu es aussi actif sur un sujet moins débattu, la restitution des profits issus de la corruption. Et ça tombe bien, c'est le sujet de notre conversation. Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise est condamnée en Suisse pour des faits de corruption à l'étranger, elle doit rendre les profits engrangés grâce à des pratiques corruptives. Ça semble assez logique et juste jusque-là. Quel est le problème alors ? Le principe de base, c'est que le crime ne doit pas payer, et à l'occurrence, le crime profite à la Confédération et au budget de la Confédération. Ça va pas, parce qu'on a une loi qui permet de restituer une partie de l'argent, mais cette loi pose des conditions qui sont impraticables par les pays concernés. Et c'est cette loi qu'il faut essayer de modifier. On va passer par un exemple concret pour bien comprendre la problématique, avec celui en 2024 de Glencore, qui a été condamné par la justice suisse à 2 millions d'amendes pour des pots de vin versés en République démocratique du Congo. Elle a aussi dû rendre 150 millions de francs de créances compensatrices. Où est passé cet argent ? Il est toujours dans le budget de la Confédération, parce que la loi dit qu'il faut que l'État, qui est victime de corruption, fasse des démarches auprès de la Suisse, collabore en fait à l'enquête pénale, à la procédure, pour pouvoir obtenir ensuite la restitution de l'argent. Or, le problème, c'est que lorsque tu as des pays très corrompus, comme c'est le cas de la RDC, évidemment, les États ne collaborent pas avec la Suisse, et donc l'argent reste en Suisse. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est qu'en fait, les entreprises qui corrompent en fait ces régimes payent les régimes pour qu'ils ne collaborent pas avec la Suisse. Donc, grosso modo, on a un système qui, malheureusement, continue encore à profiter à ces entreprises et ne permettent pas de mener des politiques pour lutter très efficacement contre la corruption. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse profite doublement si elle peut rapatrier les profits des multinationales et en plus engranger les créances compensatrices ? Alors, c'est évidemment pas l'objectif, parce que la Suisse avait quand même joué un certain rôle, notamment un rôle pionnier avec cette nouvelle loi sur le partage des valeurs patrimoniales, qui permet justement d'avoir des restitutions. Mais le problème, c'est qu'il faut confronter en fait cette loi et les pratiques réelles sur le terrain pour pouvoir comprendre comment cette loi ne fonctionne pas et où sont les points d'amélioration. Mais c'est une question quand même un peu technique aussi, parce que de restituer l'argent, si l'État corrompu ne veut pas l'utiliser ou que ça reste dans le système du régime corrompu, ça pose évidemment aussi un problème. Et donc, si la Suisse veut absolument que l'argent retourne au pays, il faut pouvoir aussi s'appuyer sur une société civile qui n'existe pas toujours. Et puis, ça pose aussi quelques problèmes sous l'angle du droit international, parce que la Suisse intervient comme État souverain dans la souveraineté d'un autre État, en passant par-dessus un régime en place, même si ce régime, disons, manque beaucoup de légitimité ou effectivement commet des infractions graves contre sa population. Donc ça pose toutes ces questions-là, et donc les réponses sont pas si simples, mais il y a des pistes, et c'est sur ces pistes-là qu'il faut travailler. On va évidemment parler de ces modalités pratiques liées à la restitution, mais d'abord, j'aimerais rendre un peu plus palpables ces enjeux liés à la corruption, parce qu'ils sont souvent un peu abstraits, en écoutant notamment ici Jean-Claude Mpoutou de l'ONG Resource Matters. La corruption fait partie de la vie sociale. La corruption est devenue le moteur qui fait vivre toute une nation, simplement à cause de l'impunité, de l'absence de sanctions, et devenue pour beaucoup le seul moyen de vivre, tellement les élites accaparent l'ensemble, sinon la totalité des biens produits par la nation. Et donc, en ce sens, on est vraiment face à quelque chose d'horrible, j'ai envie de dire. On a l'habitude de dire au sein du Congo n'est pas à vendre que la corruption tue. Et effectivement, elle tue des milliers de Congolais par manque de soins de santé. Elle tue des milliers de citoyens par manque d'éducation. Elle tue des milliers de citoyens à cause des routes inexistantes, à cause d'accidents dans les transports, que ce soit sur les fleuves, sur les routes ou même dans les transports aériens. Et toutes ces victimes paraissent très loin parce que les gens ont du mal à faire les liens directs alors qu'il est là. L'argent qui est détourné par les élites,
l'argent qui est engagé par les multinationales, cet argent ne permet pas de construire une route, de construire un hôpital. Et ça, les victimes sont réelles et se comptent en millions. C'était fin 2024 au micro de Mon Œil, lors de son passage en Suisse. Donc, en fin de compte, c'est toujours la population qui paye l'addition. Mais je crois que le témoignage, il est vraiment intéressant parce qu'il montre qu'il y a des victimes derrière. Parce qu'on est dans des procès qui sont menés en Suisse. La plupart du temps, les entreprises plaident coupables. Et donc, on a tendance, disons, à occulter le fait que derrière, il y a des conséquences et que cet argent sont très mauvais. Et que, du coup, avec ce témoignage, il le montre. Et 150 millions de francs pour la RDC, ça permettrait de développer plus qu'un hôpital. On a également sur d'autres exemples montré qu'en fait, les créances compensatrices auraient pu permettre le développement même d'un système de santé quasiment complet. Donc, c'est ces éléments-là qui sont en jeu. Et je pense que partir de cette base, c'est un élément central parce que je pense que la plupart des personnes en Suisse, la population ne soutient pas la corruption, mais la corruption ne doit pas être quelque chose de présenté comme étant un pur concept. C'est que derrière, il y a des victimes. Des victimes bien concrètes, il disait lui-même que la corruption tue. Est-ce que cet enjeu de la restitution, il concerne surtout le secteur des matières premières et si oui, dans quelle ampleur ? Bon, c'est clairement les matières premières qui sont visées. J'ai posé quelques questions avec le soutien aussi Publicaille au Conseil fédéral, et c'est près de 900 millions de francs de créances compensatrices qui ont été retenues depuis le début des années 2000. Et cet argent, pour l'instant, est toujours dans la caisse de la Confédération. Donc c'est pour ça justement qu'on doit remettre en avant ces éléments et puis du coup questionner sur l'efficacité du dispositif, parce que tant que l'argent aussi reste en Suisse, on aura toujours des victimes d'une part, et puis également ça incitera, avec la loi actuelle, les entreprises qui corrompent à continuer à le faire. Parce que aussi, en ne collaborant pas à la procédure ou en payant des États pour ne pas participer à la procédure, souvent le montant des créances compensatrices est inférieur au montant réel du gain, parce que on parle de 150 millions de francs, mais les militantes et les militants en RDC ont aussi montré que probablement on était très 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 largement en dessous de la réalité du gain qui avait été fait par Glencore avec cet acte corruptif. Qui est toujours sur le terrain. Qui est toujours évidemment sur le terrain. Donc il faut aussi qu'il y ait un élément de transparence, que la lumière soit faite sur ces actes corruptifs et de montrer également comment ces entreprises travaillent des deux côtés, en Suisse en payant coupable, puis également en payant le gouvernement pour qu'il refuse de collaborer avec les autorités de poursuite pénale en Suisse. Sur le plan politique, je le rappelle, tu es parlementaire, PS, basé à Genève. Tu as déposé plusieurs interpellations au Parlement sur le sujet dont on discute maintenant. Et pourtant, tu viens d'un haut lieu du négoce international. Est-ce que tu as le sentiment de t'attaquer à un sujet qui est sensible, voire tabou ? Je pense que c'est légitime, comme élu genevois, de poser cette question, puisque ça concerne au premier chef Genève, et qu'on a aussi un certain tabou autour de cette thématique, parce que le négoce de matières premières, on permet des rentrées fiscales importantes, donc on ne touche pas trop, en principe, à ce négoce-là, qui aussi se présente à grands coups, renfort de communication, et également de lobbyisme, comme étant, disons, un secteur parfaitement clean. Et c'est pas un secteur parfaitement clean. Il y a évidemment ces situations qui se présentent. Et puis, je pense que ce qui est aussi utile, c'est de montrer que ça s'inscrit dans un système. Parce que c'est aussi ça, un des points de tension pour faire avancer le dossier aujourd'hui, c'est que la Suisse a fait preuve disons, des pionnières dans le domaine, mais simplement, je pense qu'ils l'ont été parce que la Suisse est une puissance économique, mais c'est une puissance économique relativement fragile d'un point de vue diplomatique, et du coup, le fait de montrer que la Suisse n'acceptait pas la corruption et mettait en place des mécanismes pour lutter contre, c'était un avantage, évidemment, ça évitait d'avoir des critiques ou des pressions trop fortes d'autres pays européens ou des États-Unis, mais à la fois, il y a évidemment cette tension qui consiste à pas trop non plus entraver le travail des entreprises, et ils considèrent ces entreprises que la corruption est un élément essentiel pour pouvoir accéder à des matières premières dans certains pays, et que si les entreprises suisses ne le font pas, d'autres vont le faire, et qu'en quelque sorte la concurrence voudrait que on l'autorise en fait ces pratiques. Donc je pense qu'on a ces points de tension qu'on doit aussi analyser et sur lesquels on doit travailler pour pouvoir aboutir à des solutions qui soient conformes à l'intérêt de la population et aussi à des éléments d'éthique basiques. Et toujours le principe, c'est que le crime ne doit pas profiter. Si l'épisode vous plaît jusque-là, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Je vous propose de nous intéresser un peu à la position du Conseil fédéral à ce sujet, notamment à travers l'intervention de notre ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassi. Conformément au code pénal, les cantons ou la Confédération disposent des montants provenant de telles confiscations ou créances compensatrices. Les dispositions de la loi sur le partage demeurent réservées. Cette loi règle la répartition des avoirs confisqués et permet leur attribution partielle ou totale à un État étranger.
Pour cela, l'État étranger doit fournir une entraide judiciaire et soutenir la procédure pénale menée en Suisse. Il doit aussi contribuer de manière déterminante à la localisation et à la sécurisation des avoirs pour pouvoir prétendre à une part des fonds. Ce mécanisme vise à indemniser l'État concerné pour sa coopération et pour les coûts élevés liés aux poursuites pénales. Pour mettre en œuvre l'objectif du postulat, il faudrait une révision en profondeur de cette loi, ce qui n'est pas envisagé aujourd'hui. C'est une intervention au Parlement qui date de fin juin 2025, dans laquelle il dit en substance ce que tu disais au début de notre conversation, que la Suisse ne va pas entrer en matière s'il n'y a pas une collaboration de l'État en question. Tu penses quoi de cette position ? Évidemment, la condition qui est posée dans la loi, elle vise deux choses. C'est d'une part de garantir que l'argent ne revienne pas et ne renforce pas un régime déjà corrompu, parce que de nouveau, ça ne doit pas profiter. Donc les personnes qui sont corrompues doivent aussi être sanctionnées au pays. Et puis également, l'effectivité du dispositif, c'est que l'argent revienne aux populations et ne reste pas, disons, dans ce petit landerneau de corrompus. Il y a ces deux dimensions-là. Et l'efficacité de la justice pénale, parce qu'évidemment que l'entraide permet d'avoir une efficacité, de comprendre comment ça se passe, d'avoir aussi un soutien par le biais justement des outils habituels de collaboration dans le domaine. Donc c'est vrai que ça fait sens d'avoir posé cette condition. Le seul problème, c'est que si on pose cette condition avec une approche trop restrictive, on aura le résultat auquel on est confronté aujourd'hui, à savoir que pas un centime n'a été restitué au pays concerné. Et c'est comment est-ce qu'on doit jouer avec ces intérêts-là, qui sont les intérêts qui ont une certaine présence, et évidemment de favoriser la collaboration pénale en matière internationale, c'est absolument central, mais toujours en ayant en tête que ce n'est pas toujours possible, et que ce n'est pas possible partout. Et disons que lorsque ce n'est pas possible, l'argent doit quand même revenir. Et donc, on doit questionner sur quelles sont les pistes qui peuvent exister. Et là, il y en a toute une série qui ont été mis en place par certains pays, ou même qui sont préconisés par l'université de Bâle, comme de créer un fonds anti-corruption qui serait géré par la Suisse, ou par exemple de soutenir lorsqu'il y a une société civile existante et que les moyens, évidemment, sont en adéquation, de soutenir la société civile. Ça peut aussi poser problème parce que restituer 150 millions de francs en RDC, est-ce qu'il y a une société civile qui est capable de développer un véritable système de santé sur tout le territoire? À l'évidence, non. Et de voir aussi s'il est possible que l'argent revienne au pays par le biais d'organisations internationales type CICR ou Médecins sans frontières, pour autant qu'ils aient déjà une implantation réelle sur place. C'est ça les pistes à creuser. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de collaboration, la Suisse dit « tant pis, on garde l'argent » et ça, c'est pas acceptable. Est-ce que de façon plus générale, toi qui es au Parlement, tu as l'impression que cette thématique est à l'agenda politique ? Non, c'est clairement pas à l'agenda politique parce que toutes ces thématiques deviennent à l'agenda politique dès le moment où la Suisse subit des pressions internationales. Ça a été comme ça avec le secret bancaire, c'était comme ça sur l'entraide en matière fiscale et la même chose sur cette thématique-là. Tant qu'il n'y a pas de pression, ça bouge pas ou ça bouge peu. Après, c'est clair que d'un point de vue médiatique, avec le travail qui est fait aussi par Publicaï, le fait qu'il y a eu des procès qui ont pu être menés, et là, la société civile, le nouveau Publicaï a joué un rôle décisif par rapport à cette affaire concernant la République démocratique du Congo. Donc évidemment, comme ça, c'est sur la table. Après, il faut essayer de trouver des solutions. Donc on a un espace politique qui s'ouvre pour le faire. Mais il faut encore trouver évidemment des alliances. Et ces alliances sont peut-être un peu plus faciles dans ce domaine que dans le domaine plus général de la responsabilité des multinationales, parce qu'on est dans des cas où les multinationales ont plaidé coupables. Donc l'infraction a été établie, reconnue, et je pense qu'aujourd'hui, personne en Suisse considère que c'est normal que l'argent bénéficie à la Confédération. Après, c'est la volonté politique, disons, d'aller au-delà de ces quelques écueils qui sont posés, et puis aussi le travail qu'on doit pouvoir faire comme militantes et militants progressistes, aussi pour la justice sociale et la solidarité internationale, de faire en sorte que ça ne soit pas un nouvel instrument, disons, néocolonial sur les pays concernés, parce que c'est clair que si la coopération suisse intervient et récupère cet argent, aujourd'hui, la ligne qui a été celle de M. Cassis dans le domaine, disons, à mon avis, n'est pas favorable aux populations. Il ne faudrait pas que l'argent parte, disons, de Glencore pour refinir dans les poches d'Holcim, et puis c'est vraiment pas acceptable. Je crois qu'on a vu que tu étais assez actif toi-même sur le sujet au Parlement, mais la société civile, elle peut faire quelque chose là-dedans ? Je pense que c'est le travail qui a été fait, c'est d'abord d'appuyer aussi les ministères publics de la Confédération pour que ces infractions soient poursuivies et qu'ensuite le travail soit fait. Là, c'est aussi un domaine, s'il n'y a pas une pression forte et s'il n'y a pas une assistance qui est apportée par des organisations comme Publicaï notamment, ces procès souvent n'aboutissent pas ou ne sont pas menés. Il y a une grande faiblesse en fait du ministère public de la Confédération dans ces affaires comme dans d'autres liées à la justice pénale internationale. Et puis l'autre aspect, c'est disons de médiatiser ça, parce que je pense que la population suisse, si on l'a vu autour de l'initiative sur les multinationales responsables, n'accepte pas que la Suisse soit une plaque tournante d'argent de la corruption.
et encore moins, effectivement, si on explique derrière, ce qu'évidemment que la population en a pleinement conscience, mais qu'il y a des victimes et des victimes réelles. Donc je pense que ce travail-là médiatique, de construction aussi d'un espace politique pour le faire, est absolument indispensable, et qu'on peut avoir aussi quelques marges, parce qu'au Parlement fédéral, il y a des personnes qui ont des sensibilités dans le domaine, on l'a vu toujours autour des multinationales responsables. Mais il y a aussi un bloc, qui est un bloc très dur, très fermé, qui considère que, disons, toute entrave posée au travail des multinationales à l'étranger est une entrave, disons, à leur développement, et que la corruption fait partie, en fait, de ce qu'une entreprise doit faire si elle veut engranger des profits. Et ça, je pense que même s'il ne l'affirme pas haut et fort, c'est quand même l'élément de base qui fait qu'on a des difficultés à dégager des majorités. En parlant de la société civile, justement, est-ce que celle qui est auprès des populations victimes de la corruption, elle est aussi entendue dans ce débat ? Alors, pour l'instant, assez peu, même si Publicaï, en invitant M. Mputu à venir en Suisse et à faire des débats avec des parlementaires, ça a ouvert un espace, mais c'est vrai que ça a été présenté pour l'instant comme étant un problème, grosso modo, suisse-au-suisse. Et c'est, je pense, aussi un travail à faire, parce que dans le cadre de la solidarité internationale, on a besoin de tisser des liens avec les militantes et les militantes des pays concernés, et ça, c'est quelque chose encore à faire. Mais ce qui est compliqué, évidemment, c'est que les personnes qui font ce travail-là ont un courage admirable, ils sont très fortement exposés, c'est des régimes parfois très brutaux, on le voit aussi dans le cadre des procès pénaux internationaux, et je pense qu'on doit aussi assurer que si on fait ce travail de solidarité internationale, on soit capable d'assurer une protection réelle pour les personnes qui participent à ça. Et puis peut-être aussi un point, c'est que justement autour de ces mobilisations, Publicaï a lancé cette pétition, et je pense que cette pétition, une fois qu'elle sera déposée, elle va de nouveau ouvrir un espace médiatique et politique pour pouvoir revenir à la charge avec les propositions qui sont sur la table aujourd'hui, assez simples, et notamment celles proposées par l'Université de Bâle, comme la création de ce fonds, et puis plus simplement d'essayer peut-être là de réinviter des personnes de RDC à venir s'exprimer en Suisse auprès des parlementaires en disant « mais voilà ce qu'il y a derrière cet argent ». Ok, donc ça bouge au niveau de la société civile, ça bouge au Parlement. On espère bien sûr que les choses iront vers plus de justice. Merci beaucoup, Christian D'Andrés, d'être venu. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. La pétition dont on vient de parler se trouve en description. Abonnez-vous, partagez l'épisode autour de vous s'il vous a plu. C'était Mon œil, le podcast engagé de Publicaï qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Publicaï.